standing there and saying, look at this letter, and staring at nothing. What? You had nothing in your hand. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous remercie pour votre visite. Je vous invite à partager une élaboration faite sur manipulation, gaslighting et leur illustration dans le cinéma hollywoodien. Je vous rappelle que le héros hollywoodien est un personnage qui est unique, imparfait et porteur d'une vérité universelle qu'il doit défendre. Il va donc mettre cette vérité à l'épreuve à l'occasion d'une intrigue qui définit l'action. Action qui est faite d'une succession de plans. L'histoire, elle, définit les émotions du héros. Et ce jusqu'au climax qui se situe vers la fin du film, où l'action et les émotions sont à leur acmé, et où le héros prend conscience de ce qu'il est vraiment, de ses propres valeurs. Et à partir de là, il peut faire des choix. Avant le happy end, qui permet au spectateur de se détacher du héros auquel il s'est identifié. Enfin, je vous rappelle que un bon scénario peut se résumer en une phrase, comme par exemple « Un météorologue irascible se réveille tous les jours pour vivre la même journée ». Du film Un jour sans fin. Qui dit manipulation dit manipulateur. Manipulateur est un concept que tout le monde comprend et chacun, bien entendu, peut entendre ce qu'il a envie d'entendre. Vous savez que je fais constamment référence au manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, puisque nous sommes à Hollywood, aux États-Unis. Manuel qui s'inscrit dans un champ du savoir de spécialistes, psychiatres, psychologues. Et occasionnellement, je fais référence à la classification internationale des maladies, éditée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans aucun de ces deux ouvrages, il est mentionné le terme de manipulateur. Ce n'est donc pas un diagnostic. Bien entendu, il y a de nombreux critères très variables qui définissent des comportements et des caractères. On peut toutefois observer des comportements manipulateurs qui sont circonstanciels chez certains troubles de personnalité. Le narcissique pour que la réalité lui renvoie une belle image. Le borderline pour lutter contre la peur d'être abandonné. L'antisocial pour obtenir des faveurs. L'histrionique pour attirer l'attention sur lui. Le dépendant pour obtenir un surcroît d'affection. Mais ceci reste tout à fait circonstanciel. À noter que les profilers du FBI ont élaboré une liste de personnalités dites dangereuses parce que constamment impliquées dans des actions criminelles, sexe, pouvoir, argent. Et parmi celles-ci, il y a le prédateur, dont certains critères peuvent être proches du manipulateur. Prédateur qui se définit comme un individu insensible, froid, calculateur, qui se montre indifférent ou insensible aux besoins et aux droits d'autrui. Dans le cinéma hollywoodien, une des illustrations les plus pertinentes est dans ce film réalisé par Anthony Minghella, The Talented Mr. Ripley. Matt Damon joue le rôle de Tom, un personnage à la fois imposteur et criminel. Dickie Greenleaf? It's Tom. Tom Ripley. Tom Ripley? We were at Princeton together. Did we know each other? Sorry, what is it? Ripley. How do you do? Je vous rappelle que le talent unique du manipulateur est d'être capable de faire penser, de faire dire, de faire faire à tout un chacun des choses qui sont contre leur gré, contre leurs croyances, contre leurs valeurs, et sans le leur demander de manière explicite. J'ai l'occasion d'illustrer ceci en vous décrivant le mobbing, qui est une forme de harcèlement moral collectif. Voici 3 points fondamentaux à propos du manipulateur. Premier point, le manipulateur se nourrit des émotions de la cible. Il se gave de ses émotions, c'est dans sa nature. Et c'est ce qui structure sa relation à la cible. On pourrait parler de prédation, puisque cette cible est interchangeable. Émotions qu'il a engendrées lui-même et qui sont bien entendu dans un registre dit négatif, la honte, la culpabilité, la peur, la colère, le désespoir, etc. Deuxième point, fondamental,
La cible présente une certaine spécificité, sauf exception. On a affaire à un individu qui, au plan relationnel, amical, amoureux, professionnel, familial, etc., a des standards qui sont un peu plus élevés que la moyenne. Par conséquent, c'est un individu pour qui des valeurs comme l'engagement, la loyauté, la fidélité, le don de soi, l'empathie, etc. sont des valeurs importantes. Comme dirait l'autre, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi ce choix? Tout simplement pour rendre la chute encore plus douloureuse pour la cible. Troisième point fondamental, le manipulateur agit de manière discontinue. Il ne se montre pas constamment manipulateur vis-à-vis de la cible. Pourquoi? Pour effectuer un contrôle sur la cible, pour engendrer chez elle une insécurité, et pour de temps en temps, puisqu'il avance masqué, répondre à ses attentes, et se montrer alors, par exemple, amical ou amoureux, ou gentil, aimable, ou courtois, etc. Mais tout ceci de manière complètement superficielle, puisqu'il n'y a aucune affectivité en arrière-plan. C'est donc fait pour leurrer la cible. Pour illustrer ceci, on pourrait prendre par exemple le jeu du chat et de la souris. Prenez un chat domestique, bien soigné, bien nourri. Laissez-le renouer avec sa vraie nature de félin et de prédateur. Il va donc capturer une proie. Et on peut observer alors deux phénomènes tout à fait étonnants. Une fois qu'il a contrôlé cette proie, l'inciter à reprendre la course, à reprendre la chasse. En miroir, la proie, elle, peut simuler la mort. Pourquoi? Tout simplement pour inciter le chat à faire une pause, à baisser la garde, comme on dit, et profiter alors de cette inattention pour prendre la fuite. Or, le chat est capable lui-même de faire croire à la proie qu'il se laisse duper et surveiller cette proie du coin de l'œil, comme on dit, pour à nouveau la capturer et la dévorer. Gaslighting vient d'une pièce de théâtre des années 30 qui décrit un couple où le conjoint se montre manipulateur. Et à l'époque, l'éclairage domestique était alimenté par du gaz et on utilisait une molette pour régler l'intensité de la lumière. Et c'est ce procédé qu'utilise le manipulateur pour déstabiliser la victime. L'objectif du manipulateur dans le gaslighting consiste à rendre la cible folle, cinglée, pour s'en débarrasser en la faisant par exemple interner. Le manipulateur utilise un certain nombre d'actions qui peuvent être conjointes, qui sont très variables et qui ont toutes le même effet, qui consiste à déstabiliser la cible, à détruire ses capacités de perception, de jugement. Par exemple, dénier les conflits, dénier des situations vécues conjointement, faire semblant de ne pas comprendre ce que dit la cible, fragiliser la cible, blâmer la cible en lui faisant croire que le comportement du manipulateur est de sa faute, isoler la cible vis-à-vis de ses amis, de ses collègues, de sa famille, en diffusant des mensonges, des rumeurs à son sujet, se positionner comme victime de la cible, en lui faisant croire que c'est de sa faute. Utiliser des stéréotypes pour discréditer la cible sur son aspect physique, sur sa famille, sur ses origines ethniques, sociales ou autres. Le résultat de ces diverses actions, c'est chez la cible d'obtenir qu'elle perde confiance en elle-même, en ses propres capacités de jugement, de sa propre mémoire, sa propre perception de la réalité, ses propres sentiments, sentir émotionnellement instable. En fin de compte, lui faire perdre la raison. Ingrid Bergman joue le rôle de Paula, dont le mari Grégory, joué par Charles Boyer, lui propose de s'installer à Londres, dans la maison où sa tante a été assassinée. Pendant cette cohabitation, il se montre manipulateur et tente de la faire interner, tout en cherchant activement des bijoux car il est lui-même l'assassin de la tante de cette jeune femme. I've tried so hard to keep it within these walls, my own house. Ah, because you would go out tonight, the whole of London knows it. If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy, twisted things.
Gregory, are you trying to tell me I'm insane? It's what I'm trying not to tell myself. But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting and suggesting for months now, ever since... Since what? Since the day I lost your brooch. Yes, that's when it all began. No, it began before that. The first day here when I found that letter. What letter? The one I found among the music from that man called Bauer. Sergius Bauer, yes, I remember. Yes, you're right. That's when it began. Yes. I can see you still, standing there and saying, look at this letter, and staring at nothing. What? You had nothing in your hand. What? I was staggered. But I didn't know then how much reason I had to be. I don't know. What reason? I didn't know then about your mother. What about my mother? Your mother was mad. Oh, Gregory. She died in an asylum when you were a year old. That's not true. I've been making inquiries about Alice Alquist's sister. I've talked to the doctor who attended her. You'd like to see him? No. He described her symptoms to me. Would you like to hear them? It began with her imagining things, that she heard noises, footsteps, voices. And then the voices began to speak to her. And in the end, she died in an asylum with no brain at all. No, please. Oh, no. Il y a dans l'histoire du cinéma hollywoodien quelques films qui mettent en scène comme personnage principal un manipulateur. Le plus souvent, on a affaire à un homme et la victime ou la cible elle-même est une femme. Il y a toutefois des exceptions et j'ai eu l'occasion de vous en parler à propos des femmes fatales, où c'est l'inverse. Comme par exemple dans le film réalisé par David Fincher, Gone Girl. You fucking bitch. Voici quelques exemples de films hollywoodiens qui mettent en scène un personnage victime de manipulation. La plupart de ces films sont inspirés de romans. Pourquoi? Parce que l'écriture est un meilleur moyen pour décrire la psychologie des personnages et les mécanismes à l'œuvre dans les phénomènes de manipulation. Je vous rappelle que le cinéma est un divertissement visuel. Par conséquent, il faut montrer les choses. Si vous voulez les expliquer, il faut faire de la littérature, comme on dit. Dans ce film réalisé par Leigh Whannell, Elizabeth Moss joue le rôle d'une jeune femme dont le conjoint qui l'a harcelée et abusé d'elle est mort. Elle décèle depuis sa présence à son domicile. Not dead. He has figured out a way to be invisible. Are you okay? He's sitting in that chair. Dans ce film réalisé par Tate Taylor, Rachel Watson joue le rôle d'une jeune femme alcoolique et déprimée qui, depuis le train qu'elle prend quotidiennement, observe son ex-conjoint. Just broke my heart, and so it got really sad, and then the booze just broke us. Tell me more. I used to watch this perfect couple.
And they were just the embodiment of true love. It's like the kind of love you always want. And then she betrayed him. And it sparked something in me. Why are you really here, Rachel? Because I'm afraid of myself. Dans ce film, Mia Farrow joue le rôle d'une femme enceinte dont l'entourage proche, en particulier le conjoint, la manipule pour la faire participer à une émission satanique. Dale? Congratulations. You're pregnant. Now to a fine, healthy baby. Here, here. Yeah. I have a pain. Here. We're your friends, Rosemary. You witches! Go to hell! On est donc dans une zone grise, puisqu'il s'agit en fait de s'en prendre à la manière dont la personne perçoit la réalité. Pour illustrer ceci, je peux partager avec vous le fait que j'ai suivi une dame tout à fait adaptée socialement et qui présentait un délire paranoïaque. Donc quasiment personne n'était au courant. Et ce délire était alimenté par l'idée que peut-être 1 ou 2 fois par an, un certain nombre d'objets disparaissaient de son domicile, comme si quelqu'un était venu de l'extérieur pour les subtiliser. Mais aussi qu'il y avait des phénomènes de substitution d'objets. Par exemple, elle allait dans la cuisine, prenait une casserole, et elle se rendait compte que cette casserole n'était pas la sienne, qu'elle avait été échangée. Si cette dame avait partagé ceci avec une voisine, cette voisine aurait pu croire tout ou partie de ce qu'elle racontait. C'est pourtant délirant. Et comme chez tout paranoïaque, il y avait bien entendu un persécuteur désigné, ce qu'elle a fini par expliciter après plusieurs mois. Ce persécuteur, c'était son gendre, dont elle était jalouse. Donc vous voyez comment on peut être dans une zone grise au niveau perception et interprétation de la réalité. Dans ce film réalisé par Robert Schwenk, Jodie Foster joue le rôle d'une mère dont la fille, qui l'accompagne dans un vol, disparaît, alors que l'équipage dénie qu'elle soit montée dans cet avion. Here we go. When you wake up, we'll be in New York. Daddy too? Yeah. Daddy too. Did you happen to see a little girl go by here? No, I'm looking for my daughter. She's 6, my daughter. I was carrying her. She has sandy hair. She's probably carrying a chenille bear. We can't find my daughter. Does anybody remember seeing the girl? No. No, sir. What aren't you telling me? What aren't you telling me? I'm sorry, but I don't think that she's here. What? Ma'am, we don't have any record of your daughter ever having been on board. I put her in the seat next to me 26A. 26A is unoccupied.